C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour ce second grand colloque du Fonds français Alimentation et Santé. Ça va devenir un rendez-vous annuel auquel j'espère vous serez fidèles. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'introduire ce colloque de par son thème. Peut-on changer les comportements? Ça, c'est le thème que va développer Pierre Combris, mais c'est vraiment les comportements alimentaires, les leviers de changement. Je crois que ce thème est vraiment fait partie des missions que l'on s'est fixées au Fonds français Alimentation et Santé, puisqu'on souhaite promouvoir l'alimentation comme un vecteur de santé. On souhaite donc que les gens évoluent vers des comportements favorables à leur santé. Mais avant là, je pense que c'était extrêmement important d'avoir cette réflexion qui va être développée tout au long de cette journée avec de très brillants orateurs. Comment a-t-on des leviers? A-t-on le droit? Où va-t-on comme ça? Je crois que c'est des questions extrêmement importantes à se poser. Et il y a en fait relativement peu de lieux où on peut avoir une réflexion sur ce thème. Donc je suis contente pour le thème et je suis aussi contente pour la méthodologie qui a été adoptée, puisqu'en fait ce colloque est l'aboutissement d'une réflexion qui a eu lieu dans le pôle débat tout au long de l'année, avec des séminaires préparatoires. Vous allez voir la qualité de la réflexion, celle-ci ne peut pas naître comme ça sans avoir une préparation. Et en fait, ce colloque ne sera aussi qu'un début, puisqu'il va poser les bases pour une réflexion qui va se poursuivre encore tout au long de l'année 2013 et qui nous donnera, je l'espère, à nouveau un très beau colloque à la fin 2013. Donc je suis très contente de voir que l'audience est fournie et qu'on va pouvoir écouter tous nos intervenants. Alors vous avez la chance donc d'avoir en plus un dossier de presse, des intervenants qui ont rédigé quelque chose. C'est extrêmement précieux et c'est en général assez difficile à obtenir. Donc je crois qu'il faut apprécier la chance que nous avons. Alors, on m'a demandé de faire une déclaration puisque nous sommes filmés. Donc, les intervenants sont filmés. Ils ont signé qu'ils acceptaient d'être filmés. Mais par contre, la salle sera aussi filmée au moment des questions. Donc, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions mais ne pas être enregistrées, filmées, il faut en avertir les organisateurs. Et je pense que Florence est quelque part et vous pourrez, voilà, est au fond. Et donc, vous pourrez signaler si vous souhaitez réserver votre droit à l'image. Je crois que ces films sont aussi très appréciés pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer et qui ont envie de retrouver sur le site toutes ces interventions, surtout quand elles sont de cette qualité. Je crois que le site est aussi très apprécié, très visité et une source de documentation importante. Et je crois que c'est effectivement important que ces conférences puissent être retrouvées par le plus grand nombre et notamment ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. Donc je ne vais pas m'étendre plus en bavardage. Je crois qu'il faut qu'on passe tout de suite dans le cœur du sujet et du débat. Et je laisse la parole peut-être à Monsieur Jean-Louis Lambert qui veut faire un petit peu une introduction à la thématique générale ou directement au conférencier, comme vous le souhaitez. Directement au conférencier. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Pierre Combris. Je ne sais pas s'il faut présenter Pierre Combris à cette honorable assemblée. Je pense que vous connaissez Pierre Combris, qui est économiste à l'INRA. Et donc, il va nous parler, peut-on changer les comportements alimentaires, mais aussi, je pense, avons-nous le droit de les changer? Pierre, c'est à toi. Merci Martine pour ces mots d'introduction et d'accueil. Donc effectivement, comme le titre de ma présentation l'indique, je vais vous parler le thème est « Peut-on changer les comportements alimentaires ?» Peut-on les changer? Deux choses derrière ce peut-on, c'est est-ce qu'on en est capable? Et ça, toute la journée, les orateurs vont défiler pour vous montrer comment on peut agir par tout un tas de leviers pour modifier les comportements. Et vous allez voir qu'on en est de plus en plus capable, enfin en tout cas, c'est ce qu'on pense. Mais puisqu'on en est de plus en plus capable, il faut aussi poser la question de savoir si on en a le droit. Parce que c'est bien beau de pouvoir agir sur les comportements, mais au nom de quoi va-t-on agir?
quelles sont les justifications, quelle est la légitimité de cette action sur les comportements, c'est évidemment une question très importante. Et c'est une question qui pose des problèmes d'éthique. Et comme on m'a demandé aussi de faire une déclaration d'intérêt, comme à tous les orateurs, et que je vais parler d'éthique, je commence par faire ma déclaration d'intérêt en vous disant d'une part que je reçois de l'argent de Nestlé France, de la fondation Nestlé France, je suis membre de son comité d'experts, de Danone aussi, Danone Research, et aussi de Danone Produits Frais France pour des travaux d'expertise. Tout ça représente une dizaine de jours d'activité par an. J'ai oublié de mettre sur la diapositive la boîte de Ferrero Rocher que j'ai reçue la semaine dernière et qui a disparu du laboratoire en à peu près un quart d'heure, et les chocolats de Nestlé. Voilà. Et puisque ça vous fait rire, je suis très content parce que j'ai réussi à combiner et la déclaration d'intérêt et l'opening joke, ce qui n'était pas évident, et c'est ce qui m'a pris le plus de temps dans la préparation de cet exposé. Donc maintenant, je peux en venir un peu au fond de l'affaire, avec un thème que vous allez retrouver tout à l'heure dans la journée, mais c'est un exemple, plutôt que de commencer par des grandes questions, puisque je vais parler d'éthique, c'est un peu difficile, mais je commence par un exemple. L'exemple, c'est, pour changer les comportements, vous allez voir dans les choses qu'on va évoquer dans la journée, une des options, par exemple, et on en parle souvent, c'est de diminuer la taille des portions. Vous voyez tous ces verres de soda là, que vous avez sur cette diapositive, qui vont... dont les volumes s'étagent de 1 à 10, que vous reverrez, parce que je les ai volés à Pierre Chandon, qui doit être par là, il me pardonnera. Ah oui, tu le reconnais. Et on se pose cette question. Alors vous savez vous ne savez pas peut-être, mais qu'à New York, en septembre dernier, Michael Bloomberg, le maire, a décidé d'interdire dans tous les lieux publics de servir des sodas dans des contenus qui sont supérieurs à 16 onces liquides, donc un peu plus d'1 demi-litre. Donc, tous les 3 contenants qui sont là à droite sont maintenant interdits. Bon, a priori, vu de chez nous, ça ne paraît pas une atteinte intolérable aux droits des consommateurs. Et puis, si jamais 1 demi-litre ne vous suffit pas, vous pouvez toujours en redemander un autre, voire un troisième. Et vous verrez. Vous verrez d'ailleurs que la taille, d'ailleurs, ici, continue à augmenter, enfin, tout à l'heure dans l'exposé de Pierre. La question, c'est est-ce que c'est vraiment une atteinte intolérable à la liberté? Bien, immédiatement, dans le New York Times, une pleine page a présenté le maire de New York, Michael Bloomberg, qui est à l'origine de cette décision, sous les traits d'une super nanny. Et vous savez que nanny state, en américain, ça veut dire paternaliste, ça veut dire c'est l'État paternaliste qui s'occupe de vous à votre place. Et dans cette publicité, on vous explique ici que quand même, c'est incroyable de réduire, d'obliger à ne pas dépasser un certain volume pour les tailles des sodas, et que si on continue comme ça, où tout ça va s'arrêter? Est-ce que bientôt on va être obligé de mesurer et de réglementer la largeur des tailles de pizza? Est-ce qu'on va réglementer la taille des hamburgers? Et est-ce qu'on va limiter la quantité de crème que vous pouvez mettre sur vos bagels? Donc tout ça, effectivement, peut être très, très ennuyeux. Alors qui, évidemment, présente cela? C'est une association pour la liberté du consommateur qui, en fait, évidemment, est financée par un certain nombre d'industries qui sont pour une liberté absolue du consommateur. Initialement, je crois d'ailleurs que c'était l'industrie du tabac qui avait lancé cette association. Et pour en venir à l'industrie alimentaire, il y a un gros débat, et très peu en fait d'industries alimentaires sont derrière, mais certaines quand même, et elles sont intervenues à cette occasion-là. La question donc c'est de savoir, est-ce que, là vous voyez bien, ce débat est posé, on peut pas, c'est une atteinte intolérable à la liberté ou pas, et vous voyez bien que ce problème va se reposer pour tout un tas d'autres situations, dès qu'on voudra intervenir au nom du bien-être des gens, malgré eux. Donc la question qui est posée est une question évidemment fondamentale, une question d'éthique, c'est de savoir est-ce qu'on a le droit de faire le bonheur des gens malgré eux, et il faut se poser cette question. Non seulement il faut se la poser, mais ça devient de plus en plus nécessaire. Si, comme je l'ai dit au début, et comme vous allez le voir, j'espère, pendant cette journée, les moyens d'action sur les comportements sont de plus en plus efficaces, la question de savoir si on a le droit d'intervenir est de plus en plus importante, évidemment. Alors pour ça, je vais vous présenter le point de vue des économistes qui sont des gens intéressants parce que, non pas parce que j'en fais partie, mais unique parce que quand il s'agit d'intervenir, les économistes sont très prudents. Et donc du coup, ils réfléchissent beaucoup à la justification des interventions. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut toujours les suivre, mais ça veut dire qu'ils nous donnent des bases solides pour réfléchir à la légitimité des interventions et que plus ces bases seront solides, plus on a des chances que les interventions soient acceptables et donc acceptées, et ne pas avoir d'effets adverses qui finalement vont ruiner toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir.
Comment est-ce que les économistes justifient les interventions publiques sur les comportements ou d'une façon plus générale? Traditionnellement, l'approche classique, c'est de dire, point de départ, il n'y a pas de meilleur juge qu'un individu pour savoir ce qui est bon pour lui. Et je pense que vous êtes tous persuadés de ça pour vous-même. Pas forcément pour vos voisins, mais pour vous-même. Très bien. Dans ce cas-là, il suffit d'être parfaitement informé, il suffit que le marché joue son rôle, que les prix soient normalement établis par la concurrence, et ça suffit pour que tout le monde prenne des bonnes décisions. En tout cas, c'est ce que pensent les économistes. Dans ce cas, l'intervention publique n'est justifiée que dans des cas bien particuliers, qui sont essentiellement la fourniture des biens et services publics. Là, il ne s'agit pas de choses qu'on peut échanger. Quand un service public est produit, il est accessible à tout le monde. On ne peut pas exclure les consommateurs des services publics. Donc il faut un autre système pour gérer les services publics. Deuxième cas, c'est la distorsion de la concurrence. Si évidemment une entité est tellement grande qu'elle peut à elle seule peser sur le marché, ça ne fonctionne pas. Les externalités négatives, c'est-à-dire vous consommez quelque chose et puis ça crée des ennuis à votre voisin. Très bon exemple, c'est la fumée de la cigarette. Vous pouvez choisir de fumer pour vous-même si vous connaissez les conséquences et si on ne vous a pas trompé sur les conséquences. Par contre, il paraît assez clair que vous n'avez pas le droit d'enfumer votre voisin s'il préfère respirer de l'air pur. Et puis enfin, un dernier cas qui est la rationalité limitée, qui dans l'approche classique se limite, c'est le cas de le dire, aux individus dont on peut penser que leur volonté, leur rationalité n'est pas encore suffisamment mûre pour qu'ils puissent prendre les décisions eux-mêmes. Le cas évident, c'est les enfants. On considère comme tout à fait normal d'interdire un certain nombre de choses aux enfants pour leur bien. Ça se complique évidemment quand on fait ça pour les adultes. Dans le domaine alimentaire, on a plein d'exemples de ça. Le bien public, c'est l'information et la réglementation, en gros. L'information générique, par exemple, si l'État ne s'occupait pas de l'information générique sur l'alimentation, faire savoir ce qu'il faut manger, pas manger, les effets que ça a, etc., personne ne le ferait à sa place. En tout cas, ceux qui le feraient dans une optique bien particulière en fonction des produits qui les intéressent. L'autre cas, c'est l'asymétrie d'information sur les produits, l'étiquetage, dire ce qu'il y a dans les produits, ce qu'il n'y a pas. Évidemment, celui qui le produit en sait plus que celui qui achète. Il faut rétablir la symétrie pour que le jeu ne soit pas faussé. Les allégations injustifiées, par exemple, des choses comme ça. Donc là, c'est des cas sur lesquels il n'y a pas de discussion. La concurrence imparfaite, c'est ce que les prix reflètent bien les coûts. J'ai parlé déjà des distorsions de concurrence, j'y reviens pas. Troisième cas, c'est les externalités, les coûts sociaux. Donc là, on peut avoir des coûts sociaux, des effets d'externalité sur des questions qui nous préoccupent, comme l'obésité, par exemple, ou les comportements à risque, comme le tabac, qui sont en général liés à ce que les économistes appellent le risque moral ou l'aléa moral. C'est-à-dire que si vous pouvez adopter un comportement à risque en sachant que vous n'en supporterez pas toutes les conséquences si vous avez un problème. C'est le cas de l'assurance, c'est-à-dire que je suis assuré, je n'attache pas mon vélo, en fait si je le fais, et parce que je sais que de toute façon si on me le vole, on me le remboursera. Donc ça crée des externalités pour d'autres, et c'est inacceptable. Donc si j'adopte sciemment un comportement qui présente un risque, je le sais, il doit y avoir une intervention là pour éviter que je fasse supporter les conséquences à d'autres qui n'ont a priori rien demandé. Et puis enfin, défaut de rationalité, donc là c'est le cas des enfants à qui pour lesquels vous essayez de faire en sorte qu'ils ne mangent pas les bonbons toute la journée. Simplement, depuis longtemps d'ailleurs, l'un des interventions publiques ne se limite pas à ça, on le sait. Il y a beaucoup d'interventions publiques qui vont bien au-delà. Et leur objectif est de modifier les comportements des individus. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Par exemple, pour le tabac, pour l'alcool, pour la prise de psychotropes et pour l'alimentation, évidemment. Alors même que toutes les conditions que j'ai évoquées précédemment ne tiennent pas. C'est-à-dire que les gens sont informés, savent les effets que ça aura sur leur santé, ne créent pas d'externalités pour leurs voisins, etc., sont adultes et vaccinés. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut justifier ce type d'intervention. On les justifie à nouveau par la question du défaut de rationalité, mais un défaut de rationalité un peu particulier. Les économistes disent que les comportements qui nous intéressent ici sont des comportements qui ne sont pas rationnels au sens de l'individu lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un individu va adopter un comportement qui n'est pas cohérent avec les objectifs qu'il se fixe lui-même à long terme. C'est là que se situe le point essentiel. Donc on peut dire, dans ce cas-là, qu'il y a effectivement un défaut de rationalité individuelle si je fais quelque chose qui contredit un objectif que je souhaite atteindre à long terme.
Dans ce cas-là, il y a une justification à l'intervention parce qu'on sait que ce comportement va ensuite générer des regrets, ce qui est un autre critère pour justifier l'intervention, j'y reviendrai. La question est de savoir pourquoi les choix alimentaires sont si sensibles aux défauts de rationalité. Alors là, on a toute une liste de choses qui font cela. La première chose, c'est que c'est des micro-choix répétés. C'est beaucoup de petits choix toute la journée qui n'ont pas d'impact individuellement, mais qui ont un impact cumulé. Donc c'est beaucoup plus difficile de prendre une décision rationnelle à chaque fois, au sens des économistes, ou au contraire de s'autoriser des petites déviations. Deuxième chose, la surcharge informationnelle et cognitive. Si vous devez raisonner à chaque fois que vous allez prendre quelque chose à manger, vous n'allez pas en finir, votre vie sera infernale. Troisième chose, c'est ce qu'on appelle la prévision affective, c'est-à-dire c'est le fait qu'on est tous persuadés que si demain on a le moindre problème, on sera capable de modifier radicalement notre comportement alimentaire sans aucun problème. Demain, je peux arrêter de fumer, demain, je peux ne manger plus que des brocolis et boire du thé vert, aucun problème, je sais que je suis capable de le faire. C'est faux, mais tout le monde pense que c'est facile à faire et qu'il peut le faire demain. Et puis enfin, pour continuer sur demain, la question des arbitrages intertemporels et du self-control, qui sont sûrement l'affaire la plus importante par rapport au comportement alimentaire, c'est que dans les choix alimentaires, quand vous faites des arbitrages entre santé et plaisir, vous avez toujours ce problème, soit vous supportez tout de suite le coût de vos actions, c'est-à-dire vous mangez quelque chose qui ne vous fait pas tellement plaisir, pour un bénéfice qui va se produire dans très longtemps, peut-être, ou bien vous avez un bénéfice tout de suite pour un coût qui va se produire aussi dans très longtemps et aussi peut-être. Dans les deux cas, les économistes savent bien que vous avez ce qu'on appelle un biais vers le présent, une espèce de myopie qui est illustrée par des exemples classiques, des petites expériences. Là, par exemple, en Hollande, on avait, dans des entreprises, demandé à 200 sujets de faire un choix pour la semaine suivante. On leur a dit la semaine prochaine, on va vous distribuer soit des fruits, soit des barres de céréales. Et puis, comme on n'en a pas autant qu'on veut, dites-nous ce que vous voulez. Donc la moitié des gens disent « moi je prendrai un fruit », l'autre moitié « moi je prendrai des barres de céréales ». Et puis la semaine suivante, quand les expérimentateurs reviennent, ils disent « oh finalement on n'a pas eu de problème, on a autant de fruits qu'on veut, autant de barres de céréales qu'on veut, donc maintenant on a perdu la feuille où vous aviez marqué ce que vous voulez, donc prenez ce que vous voulez ». Et on n'a plus que 17% de fruits et 80% de barres de céréales. À Amsterdam, des gens tout à fait normaux, rationnels, informés, de 20 à 40 ans. C'est la myopie, ce que les économistes représentent de cette façon-là. Je vous fais grâce des courbes hyperboliques qu'on utilise habituellement, mais c'est très simple à comprendre. C'est que quand vous êtes loin de la décision, la bonne décision vous paraît dominer la mauvaise, entre guillemets. C'est mieux de faire de l'exercice que de manger des chips. Mais quand vous vous rapprochez, il y a un effet de myopie qui fait que vous ne voyez plus que les chips et puis que l'exercice pourra commencer un peu plus tard. Donc là, on a des bases, des justifications à intervenir. C'est quoi ces justifications? Il y a trois choses qui sont importantes. La première, c'est que le défaut de rationalité doit être temporaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, on ne parle pas ici de gens qui ont toujours des problèmes de rationalité ou de décision, donc c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose qui doit être prévisible, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'attendre, et on sait très bien que les biais de procrastination, la myopie temporelle, ces choses-là sont parfaitement prévisibles. On le sait pour soi-même. Vous savez très bien quand vous devez rendre un article, par exemple, comment il faut faire pour être dans les temps ou pas. Quand vous devez préparer un exposé, rendre un résumé aux organisateurs, etc., etc. Prévisible, c'est très prévisible. Et la dernière chose, c'est que ça doit générer des regrets. C'est-à-dire que si vous prenez la mauvaise décision, vous devez anticiper que vous aurez un regret. Dans ce cas-là, ça fonctionne. Ces interventions peuvent être souhaitables, elles peuvent être parfaitement justifiées parce que, en fait, ces biais décisionnels se reproduisent tout le temps. Et donc, quand ça s'accumule, on a des problèmes. Surtout si l'environnement est construit de telle façon que ça favorise des comportements impulsifs. Il reste quand même un débat, c'est que tout le monde n'est pas concerné au même niveau. Vous avez des procrastinateurs nés, j'en fais partie, d'autres qui n'ont pas ce genre de problème. Donc tout le monde n'est pas concerné de la même façon, même si les trois conditions sont remplies. D'où le critère d'asymétrie, et d'où ces nouvelles formes de paternalisme qui se développent et sur lesquelles les économistes et les psychologues travaillent. Paternalisme asymétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va, si les conditions que j'ai citées sont remplies, on va s'autoriser à intervenir, mais sous certaines conditions. La première, c'est que, par exemple, il y a un bénéfice fort pour les individus qui sont concernés, ceux qu'on va protéger,
et que le coût soit faible, ou nul, ce serait mieux, mais faible pour les autres, pour la grande majorité qui n'ont pas de problème, qui vont passer 10 fois devant un self-service où il n'y a que des gâteaux à l'entrée et même pas les voir. Bon, donc ceux-là, il ne faut pas les empêcher de choisir ce qu'ils veulent, s'ils le veulent. Une autre acceptation, enfin une autre forme pratiquement identique, c'est le paternalisme libertarien, un peu plus dur celui-là, qui est de dire qu'il ne doit y avoir aucune coercition, aucune restriction de la liberté de choix. Simplement, on peut présenter les choix d'une façon différente, qui fait que les gens qui ont des problèmes de self-control ou d'autres types de problèmes vont aller plus facilement vers ce qu'on considère être les bons choix. L'argument, c'est que de toute façon, quand vous êtes face à des choix, je reprends l'exemple de la cafétéria, il faut disposer, par exemple, les plats dans une cafétéria. Il faut bien qu'ils soient quelque part. Et il faut qu'ils soient dans un certain ordre. Donc pourquoi un ordre plutôt qu'un autre? Pourquoi commencer par les choses les plus appétissantes quand les individus rentrent, qui sont très fins, etc. ou pas? On sait très bien, les gérants de cafétéria savent que selon qu'ils veulent favoriser la vente de tel ou tel produit, comment les disposer, comme les gens qui tiennent des magasins. Donc, de toute façon, il y a un choix qui sera fait. Pourquoi ne pas faire un choix qui facilite la décision des gens qui ont des problèmes justement pour faire les bons choix pour eux-mêmes? Quelques exemples, là je ne veux pas trop développer parce que je crois que dans la journée on va en voir un certain nombre. On peut par exemple donner des informations aux individus déjà sur leur propre situation, savoir ce qu'ils mangent, combien de calories ils ingèrent. Dans le cas des déchets ménagers par exemple, il y a des expériences qui ont été faites et on voit bien que quand les gens savent exactement quelle quantité de déchets ils génèrent, ça facilite les changements de comportement. Encore plus si on leur donne les quantités comparables pour leurs voisins. Donc là, il y a des effets de comparaison qui facilitent les choses. Option par défaut, c'est ce que je citais tout à l'heure pour la cafétéria, on l'a dans d'autres cas. Quand vous avez à faire un choix, souvent il y a une option par défaut. Si vous ne faites rien, c'est ça que vous avez. Très souvent, c'est l'option qui arrange le plus le vendeur ou la personne qui a fait le design de choix, pas forcément celle qui est la plus favorable pour vous. Là aussi, vous pouvez avoir ça. Par exemple, dans le menu par défaut, vous pouvez avoir de l'eau plutôt que du soda, enfin des choses comme ça. Le fait d'additionner des options, donc ça c'est un grand classique de la théorie des choix, c'est que selon le nombre d'options qu'on vous présente, vous allez chercher en général un compromis. Donc si vous voyez le choix vers lequel vous voulez faire aller quelqu'un, vous avez intérêt à l'encadrer par un choix un petit peu meilleur, un choix un petit peu moins bon, ce qui fait qu'il dit « Ah ben là c'est bien, c'est le choix modéré », et donc vous allez avoir cet effet de régression vers la moyenne qui fait que vous allez choisir cela. Vous avez aussi la possibilité de mettre à côté de l'option que vous voulez privilégier, une option qui ressemble mais qui est nettement inférieure, et donc du coup l'attention se focalise uniquement là-dessus, et vous dites « Ah ben ça c'est vraiment mieux », et donc je prends ça. Bon, tout ça, c'est un certain nombre, vous voyez, d'astuces qui sont presque manipulatrices, d'où cette question éthique que je soulevais au départ, c'est-à-dire que si vous faites ça, il faut vraiment être sûr qu'on a raison de le faire et que c'est fait pour de bonnes raisons. Réduction de la taille des contenants, on en reparlera. Et puis enfin, les systèmes de pré-engagement, c'est-à-dire vous pouvez choisir votre menu à l'avance, par exemple, des choses comme ça, pour éviter les effets de décision à chaud. C'est Ulysse et les sirènes, je n'y reviens pas, vous connaissez l'histoire. En termes de perspective, et ce sera ma dernière diapo, qu'est-ce qu'on va chercher à faire sur ces questions-là? C'est des questions qui sont ouvertes, hein, bien sûr. On n'est pas encore capable de présenter tout un programme d'intervention paternaliste qui soit asymétrique, libertarien, modéré ou optimal. Je vous ai fait grâce de toutes les variantes. La première chose, c'est qu'il faut qu'on continue à mieux comprendre comment on décide selon les situations dans lesquelles on se trouve. Il y a beaucoup de facteurs, on en découvre tous les jours. Il faut très bien comprendre ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut, du coup, le comprenant, fonder ces interventions normatives, c'est-à-dire savoir dans quel cas on peut intervenir. Je vous ai montré les 3 critères tout à l'heure de faiblesse de volonté ou de rationalité temporaire, d'anticipation et de prévisibilité et de regret. Donc, continuer à construire là-dessus pour voir quels peuvent être les fondements d'une économie publique comportementale, en gros. Mais surtout, il va après rester la question, mais ça je vous la laisse, que je ne suis pas nutritionniste, de savoir quels sont les choix qu'il faut promouvoir. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce que vous comparez 2 régimes alimentaires, comment est-ce que vous estimez les effets sur la santé et sur le bien-être à long terme des individus, qui est finalement la seule chose qui compte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre.
tu as très bien introduit les questions qu'on s'est posées en préparant cette journée, et notamment en insistant sur les 2 points, le est-ce qu'on peut, surtout est-ce qu'on doit. Tu as surtout insisté sur une approche économique avec l'intervenant suivant qui est Saadi Lalou, un spécialiste de psychologie sociale. Nous allons aborder les aspects plus psychosociologiques et essayer de répondre. Il y a une petite panne d'informatique. Bon. Nous allons essayer de creuser un peu plus la compréhension de ce qui détermine les comportements des mangeurs que nous sommes. Après une petite pause café, nous continuerons par 2 interventions qui prolongeront cette réflexion sur les aspects de rationalité ou non-rationalité des consommateurs que nous sommes, ce qui a été un peu introduit par Pierre tout de suite. Et nous commencerons à nous poser des questions concrètes, plus approfondies sur la réduction de la taille des portions, sur la communication, la publicité, sur les produits alimentaires. Je vais passer tout de suite la parole donc à Saadi Lalou. Saadi, nous sommes heureux de t'accueillir. Tu es relativement connu dans le domaine de l'alimentation parce que ça fait déjà assez longtemps que tu travailles sur ce sujet, même si quand tu as fait un petit détour par l'EDF, tu as moins travaillé sur cette question-là. Depuis quelques années, donc maintenant, tu es parti, mais ce n'est pas pour des raisons d'évasion fiscale, tu es parti à Londres, à la London School of Economics, où tu as repris ton domaine privilégié de psychologie sociale en dirigeant le labo de psychologie sociale. Donc Saadi, très heureux de t'accueillir et à toi la parole. Merci beaucoup Jean-Louis. Bonjour à tous. Je ne sais pas très bien ce que je dois faire là, mais je vais essayer de prendre ma présentation. Donc je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'allume, donc c'est merveilleux. Ok. Magnifique. Je crois que vous allez avoir droit à une deuxième présentation. C'est le cas ? Voilà. Ah. Bon, donc je vais vous parler des déterminants du comportement alimentaire et des mécanismes du changement. Et je vais commencer aussi par ma déclaration d'intérêt. Donc je travaille aussi pour quelques entreprises du secteur, et en particulier en ce qui concerne de nouvelles méthodes d'investigation sur les comportements et sur les manières de le modifier, qui est mon sujet d'aujourd'hui. Donc j'ai 4 points que je souhaite vous présenter. Le premier qui est une espèce de vue aérienne de la détermination des comportements, pour introduire un petit peu ce que vont vous décrire tous mes collègues. Je vais essayer de vous présenter un modèle qui en donne une vue un peu simplifiée dans la perspective d'agir dessus. Donc comment changer les comportements et en général, et plus particulièrement les comportements alimentaires, et comment on peut faire en pratique. Alors, les déterminants sont multiples. Je reprends ici un slide de Booth. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que parler des comportements alimentaires sans parler de l'activité physique en particulier, c'est un petit peu comme essayer de faire de la comptabilité où on parlerait que des recettes et pas des dépenses. Hein. Et parler du mangeur sans prendre en compte son environnement, essayer de comprendre ce qu'il fait, c'est un petit peu comme si on essayait de comprendre le comportement d'une entreprise sans parler de son marché et de ses fournisseurs. Donc, ce qu'on appelle le comportement alimentaire, qui est quelquefois réduit à la trajectoire de l'aliment dans le système digestif, est en réalité
l'aboutissement de quelque chose de beaucoup plus large qui est déterminé par toute une série de facteurs. Je ne sais pas si vous arrivez à lire là, mais il y a des facteurs psychologiques, des facteurs biologiques, la famille, les amis, les restaurants, les centres commerciaux, et ça va jusqu'au gouvernement, au programme scolaire, aux horaires de travail, et ainsi de suite. Si on essaye de résumer un petit peu ce qui se passe, on voit bien que le comportement va résulter d'une part d'un effort, d'une intention du sujet qui essaye d'atteindre des états de satisfaction interne, notamment physiologiques, comme la satiété, mais pas seulement, des états qui lui procurent une certaine satisfaction, et pour ça, à produire à atteindre un certain nombre de buts qui sont décrits dans la théorie de l'activité russe comme des états du monde qu'on se représente de manière consciente et anticipée. Par exemple, vous avez faim, eh bien, vous allez essayer de satisfaire ce motif en ayant un repas. Essayez de vous imaginer ce que vous allez faire, par exemple, à midi. Ça peut être un buffet, ça peut être un sandwich. Il y a des tas de formes d'états du monde qui vous permettent de satisfaire vos besoins internes. Ça, c'est ce qui part du sujet. Mais il y a aussi tout un tas de réponses que l'environnement va retourner aux efforts du sujet, ce qu'on appelle les affordances du contexte, c'est-à-dire ce qui est possible. Je ne sais pas ce que vous aimeriez manger à midi, mais je peux vous prédire ce que vous allez manger, et c'est ce qui a été prévu par les organisateurs. Hein. Bon. Et puis, donc, l'environnement vous propose un certain nombre de suggestions, de contraintes, et va soutenir plus ou moins votre effort pour réaliser vos désirs. Et là-dedans, certaines activités, certaines actions vont être plus faciles que d'autres parce que vous êtes incité ou soutenu par le contexte. Alors, quand on essaye de décrire ce qu'est une activité en général, et ici, par exemple, l'activité alimentaire, eh bien, on s'aperçoit très très vite que cette activité se produit à plusieurs niveaux. Hein. Par exemple, en ce moment, discrètement, et j'espère que ça ne sortira pas de cette salle, je suis également en train de digérer mon petit déjeuner. Et je soupçonne que je ne suis pas le seul. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'activités qui vont se passer à ce qu'on appelle bas niveau, hein, donc au niveau métabolique, des choses qui sont étudiées par la biochimie, qui sont étudiées par la nutrition, la biologie. Il va y avoir un certain nombre d'opérations qui sont à des niveaux plus élevés, comme par exemple si je décide de me saisir d'une de ces petites bouteilles délicieuses. Je me demandais si c'était du parfum, mais j'espère que c'est de l'eau. Et donc là, je vais commencer à avoir des comportements manifestes que vous êtes capable d'observer comme maintenant, dans lesquels ma perception, mes muscles interviennent, et c'est des niveaux qui vont être étudiés par exemple par les neurosciences, mais aussi par la psychologie. Et plus on va monter dans les niveaux d'abstraction et en quelque sorte sortir petit à petit de l'enveloppe de la peau du sujet pour essayer de comprendre ce qui se passe, plus on va s'éloigner de ces disciplines fondamentales pour aller vers des disciplines qui sont des disciplines plus ouvertes, hein, de sciences humaines, qui vont être l'économie, la sociologie, l'histoire et l'anthropologie, et qui vont commencer à expliquer pourquoi, dans des circonstances comme celle-ci, je puis boire par exemple de l'eau, mais boire de l'alcool serait peut-être un petit peu moins socialement accepté, alors que tout à l'heure, lors du déjeuner, ça sera quelque chose qui sera probablement attendu. Bien. Donc, vous voyez qu'à un même moment, le comportement peut être analysé par tout un tas de niveaux. Hein. Il peut s'expliquer par mes besoins physiologiques, par mes habitudes culturelles, par un certain nombre de facteurs économiques, sociaux, etc. Et tous ces comportements qui sont étudiés par les différentes disciplines, tous ces niveaux sont des niveaux qui existent réellement. C'est-à-dire que chacune de ces disciplines nous apporte effectivement des choses qui sont essentielles à la compréhension des comportements. Mais ce que nous devons comprendre également, c'est que dans la mesure où l'activité est véritablement multiniveau à la fois, hein, aucune de ces disciplines n'est suffisante à elle seule pour expliquer les comportements. Hein. Ce qui explique que nous devons avoir une approche interdisciplinaire, et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui dans cette conférence, où vous allez avoir des gens de tout un tas de disciplines qui vont intervenir. Chacun de ces niveaux explique
une partie du phénomène, une tranche en quelque sorte, hein, mais ne suffit pas à expliquer l'intégralité de ce qu'on observe. Je vous donne un petit exemple, un slide qui est emprunté à Adam Drunowski. Vous voyez ici une carte de Manhattan dans laquelle chacun des secteurs ici est coloré d'une manière qui est d'autant plus sombre que le revenu moyen des ménages, des habitants de ce secteur est élevé. Et vous avez à l'intérieur de chacun de ces quartiers un cercle qui est d'autant plus large qu'il y a de proportions de personnes obèses dans le quartier. Et ce que vous voyez très clairement, et je vais me servir de ce petit machin, c'est que par exemple ici dans ce voisinage très riche, il y a très peu d'obèses, alors que quand vous regardez plus c'est pauvre, plus il y a de proportions d'obèses. Qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit que dans des écosystèmes locaux différents, il va y avoir des résultats différents en termes de comportement qui vont s'expliquer d'une part par des niveaux d'éducation, par des niveaux de revenus différents, mais aussi par une organisation locale en termes de bassins de chalandise, d'offres disponibles, de taille des cuisines, etc., etc. Et donc, ce que nous devons bien voir ici, c'est qu'un comportement final qui va être l'ingestion d'un certain nombre d'objets pour les faire rentrer dans le tube digestif est en fait le résultat non pas simplement de quelques opérations musculaires, mais de tout un environnement qui produit des résultats que nous observons au niveau individuel. Alors, la question que nous nous posons tous ici, c'est face à cette complexité quand même assez considérable, comment repérer les déterminants les plus importants pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire éventuellement les changer, ou plutôt aider les gens qui le désirent à les changer. Je pense que pour faire suite à la présentation de Pierre, la réponse, ma réponse à ça, c'est on ne connaît pas forcément la bonne réponse, et quand on ne connaît pas la bonne réponse, le mieux c'est d'essayer d'inclure les parties prenantes pour qu'au moins ils contribuent à la construction de la solution. C'est une question embarrassante, ça me rappelle, moi je travaille dans une institution qui est censée aider à comprendre le monde pour le changer, to make the world better. Alors j'endoctrine mes étudiants, et à la fin de mon cours, il y en a un qui me dit « mais professeur, c'est très bien tout ça, on comprend, mais qu'est-ce que c'est qu'un monde meilleur ?» Bon. Et en plus, nos cours sont filmés, donc c'est un peu embarrassant. Bon, et donc moi je lui ai dit, je ne sais pas, mais par contre on peut essayer de chercher ensemble. Bon, alors, comme le disait Jean-Louis, ça fait un moment que j'essaye de travailler sur ces questions de détermination des comportements, et franchement c'est assez agaçant de voir à quel point c'est compliqué. Plus vous cherchez, plus vous en savez, plus vous voyez de déterminants. Donc c'est la vieille métaphore sur le savoir est un disque, et plus vous en savez, plus la limite avec ce que vous ne savez pas est grande. Donc, alors, comme je suis un peu paresseux, puis vieillissant aussi, que j'ai essayé de fabriquer une espèce de petit modèle pour au moins, moi, m'y retrouver, et que j'appelle pompeusement la théorie de l'installation, et qui part d'observations concrètes qui sont que finalement, on s'aperçoit que les individus ne choisissent pas tant que ça. Et je vais vous expliquer ce que je considère être une installation. Vous voyez à gauche ce qu'on appelle un piège à souris, et qui est un dispositif relativement simple, dans lequel les inclinations naturelles de la souris vont finir par déclencher quelque chose, qui est un résultat qui n'est pas forcément celui que la souris attendait au départ, mais qui est par contre celui qu'espérait la personne qui a conçu le piège à souris en question. Et donc, une installation, c'est une organisation de l'environnement qui va amener le sujet à réaliser un certain nombre d'opérations de son propre gré. On va essayer de la concevoir avec le sujet pour que les conséquences soient quand même des choses qu'il espère, mais l'idée c'est que ça c'est les installations qu'on voudrait peut-être concevoir, mais que par contre on peut concevoir des installations de tout type. Je vais vous donner un exemple plus courant. Vous voyez que l'installation qui est à droite a aussi, enfin ceux qui ont des enfants dans la salle le savent bien, des conséquences qui sont relativement prévisibles, en particulier en été.
Et donc, on peut provoquer des comportements. Et quand vous y réfléchissez un petit peu, vous allez vous apercevoir que nous vivons dans un environnement qui est entièrement constitué d'installations qui visent à guider votre comportement pour tout un tas de choses. Par exemple, ici, vous êtes dans une installation qui nous destine précisément au genre d'activité que nous avons ici. Et vous êtes naturellement assis dans ces endroits-là, et nous, on est venus ici. On n'a pas eu à nous expliquer, et tout ça marche fort bien. Et du berceau jusqu'à la tombe, littéralement, nous vivons dans des installations qui nous guident de manière quotidienne à exécuter un certain nombre de comportements prévisibles qui permettent que la société fonctionne de manière tout à fait correcte et prévisible. Et il y a en particulier des installations alimentaires qui vont nous amener à nous comporter d'une certaine façon, soit dans l'espace physique, soit de manière plus générale. Voilà un certain nombre d'installations alimentaires. Vous savez tous très bien quoi faire avec ces installations quand vous vous trouvez dans ces situations-là. Souvent, ces situations sont des situations qui ont été construites par d'autres ou co-construites par vous, mais dans un cadre culturel qui vous y a incité. Et forcément, pratiquer de manière régulière les activités dans des installations de ce type, surtout si vous êtes un enfant. Par exemple, quand vous êtes un enfant d'une culture donnée, vous allez vous trouver confronté à certains types de petits déjeuners. Vous allez prendre ces habitudes-là. Et à l'âge adulte, vous allez reconstituer probablement ce type d'installation pour votre propre progéniture. Et l'environnement général vous y aide en vous proposant les produits qui vont bien, dans les endroits qui vont bien, etc. Alors, de quoi est faite une installation? Elle est faite de 3 couches. La première, c'est l'espace physique, qui contient ce que le psychologue James Gibson appelle des affordances, c'est-à-dire des choses qui sont permises ou suscitées par les objets. Par exemple, un exemple simple, cette chaise a l'affordance de s'asseoir. Elle a également l'affordance d'être debout dessus, mais ça, je ne le ferai pas. Donc, vous pouvez faire certaines choses et pas d'autres avec les objets. Donc, ça limite les choses. Les affordances sont naturellement perçues comme porteuses de certaines propriétés. Les aliments, pour nous, sont directement perçus comme des choses mangeables. C'est l'apport de Gibson, c'est-à-dire que nous les percevons à travers certaines de leurs caractéristiques qui sont des activités. Mais tout ce qui peut être fait dans l'espace physique ne sera pas forcément réalisé. Par exemple, je ne suis pas monté sur cette chaise, même si l'envie m'a traversé, parce que nous avons des représentations qui donnent en quelque sorte l'usage du monde tel qu'il est coutumier, et ces représentations sont partagées. Est-ce que vous êtes capable de déterminer, par exemple, ce qu'est cette installation dont je vous montre une photo ? Une gare, absolument. Bon. Chacun d'entre vous possède donc l'image de ce qu'est une gare, l'idée, la représentation de ce qu'est une gare. Indépendamment, vous l'avez chacun acquise. Et ça, un repas, absolument. C'est un plaisir de faire une conférence devant des gens qui partagent les mêmes idées que vous. Moi aussi, j'aurais dit la même chose. Et donc, chacun d'entre nous, dans n'importe quelle population, vous allez avoir pour chacun des objets courants une représentation individuelle qui est partagée. Et c'est l'ensemble de ces représentations qu'on appelle des représentations sociales. Ça permet quoi? Ça permet la coopération, ça permet que les gens fassent des choses prévisibles avec les objets. Mais vous voyez tout de suite qu'il y a un petit problème, c'est que si on veut changer quelque chose, la base installée dans une population est considérable. C'est un petit peu comme si vous voulez changer les versions logicielles de tous les PC de tout le monde, c'est du travail. C'est pour ça que ce n'est pas si simple de travailler au niveau des représentations, il faut changer individuellement chaque personne. Et donc, chacun possède des représentations qui vont, je ne vais pas rentrer dans le détail, guider les comportements. Et les psychologues étudient ces représentations mentales qui sont la manière dont c'est structuré dans la tête. Je vais vous donner simplement un exemple fait par une ancienne étudiante à moi, Sana Lepamaki, qui faisait goûter, en prétendant être une spécialiste de marketing d'une agence finlandaise, différentes formes de purée de tomates à des sujets. Vous voyez ici filmé par le dispositif que j'utilise habituellement, qui est une caméra miniaturisée portée par le sujet dans ses lunettes. On lui donne quatre coupelles
différentes de purée de tomate en lui disant il y a une petite étiquette devant, il y a la purée de tomate ordinaire, il y a la purée de tomate, vous la voyez ici, qui a été modifiée parce qu'on lui a rajouté des vitamines et des micronutriments. Il y a ici la purée de tomates biologique et il y a ici la purée de tomates faite avec des tomates génétiquement modifiées pour mieux résister aux insectes. Et on demande simplement au sujet, goûtez-nous ces différentes purées de tomates et dites-nous ce que vous en pensez. Et les sujets goûtent et effectivement trouvent qu'elles ont des goûts différents, que celle-ci, par exemple, a beaucoup plus de goût que celle-ci. Hein. Et évidemment, il s'agit de la même purée de tomates dans les quatre. Et ce qui est intéressant à voir en subcam, c'est que vous voyez que dans les comportements, inconsciemment, eh ben, ça c'est quand il goûte la purée de tomates biologique, il en prend beaucoup plus que quand il prend la purée génétiquement modifiée. Vous voyez ici directement l'influence des représentations sur les comportements et probablement d'ailleurs sur la perception, parce que ce n'est pas tellement étonnant que celle-ci ait plus de goût que celle-ci qui doit avoir un goût de plastique, à mon avis, vu ce qu'a mis le sujet dans sa bouche. Bon. Donc, si on joue sur les représentations, on joue aussi sur les comportements, donc c'est le deuxième niveau. Mais tout ce qui est possible et imaginable et pensable ne sera pas forcément réalisé parce qu'il y a un troisième niveau qui est celui des institutions sociales et qui, là, va réguler ce qui peut être fait dans l'espace public et qui va autoriser ou interdire un certain nombre d'opérations. Alors, dans le domaine alimentaire, il y a énormément d'institutions. J'ai mis ici quelques logos, mais depuis la famille jusqu'à l'Union européenne, il y a tout un tas d'instances qui sont des instances dont l'objectif est en fait de réglementer les comportements pour éviter les externalités négatives que décrivait mon ami Pierre Combris tout à l'heure, notamment, ou aussi pour inciter un certain nombre de comportements dont on pense qu'ils sont favorables à telle ou telle partie prenante. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les institutions, en réalité, reflètent l'état du rapport de force entre les différentes parties prenantes à une époque donnée, et elles évitent simplement que les combats soient reproduits éternellement. Hein, et donc on dit, bon, on s'est battu sur ce truc-là, on a trouvé un compromis, donc maintenant c'est comme ça qu'on fait, point barre. Hein. Et si vous n'êtes pas content, ben, les institutions en général ont un certain nombre de moyens de vous contraindre. Ces institutions, évidemment, agissent en particulier sur l'offre alimentaire. Alors, que nous dit la théorie de l'installation? Parce que pour le moment, je vais simplement présenter un modèle qui essaye de choisir parmi l'infinité de ces couches de description, 3 couches qui sont, à mon avis, plus importantes que d'autres pour pouvoir prévoir et modifier les comportements. Tout modèle est une simplification du réel. Hein. Je pense qu'avec ces 3 couches, on s'en sort un petit peu mieux pour faire des prévisions grossières. Elle n'épuise évidemment pas l'ensemble du problème et sa complexité, mais ça donne une espèce de checklist pour une première approche. La théorie, que dit-elle? La théorie, elle dit d'abord que les comportements qui sont durables, je vais essayer de revenir ici, sont les comportements qui sont à l'intersection de ce qui est permis par ces 3 couches. Il est tout à fait possible sur le court terme de se balader dans ces différentes zones. Vous pouvez faire des excès alimentaires, par exemple, un jour, ou vous pouvez aller acheter des produits que vous n'avez pas l'habitude de consommer dans des magasins où vous n'avez pas l'habitude d'aller, mais ces comportements ne sont pas des comportements qui vont être durables. Donc si on veut quelque chose de durable, il va falloir s'arranger pour que ça soit à l'intersection de ces 3 couches. On va voir comment tout à l'heure. Ce que dit ensuite cette théorie, c'est qu'il y a une évolution du système et que cette évolution se produit par une interaction entre les couches et qui est une interaction que je vais essayer de vous décrire maintenant, qui est une sélection duale. Il y a un rapport entre les objets et les représentations. Vous avez tous des représentations, par exemple, de ce qu'est un café. Hein. Il y a des objets qui sont des cafés, des tasses de café, et il y a une correspondance entre ce que vous pensez, entre votre représentation et les objets. Et cette correspondance ne se fait pas par hasard. Hein. Cette correspondance provient d'un système d'interaction entre les deux niveaux, dans lequel les objets vont créer les représentations, et inversement, les représentations vont créer les objets.
c'est ce qu'on appelle un système poule et œuf. Alors, je vais essayer de vous décrire comment ça se passe. Vous avez des objets qui, par les pratiques, par l'éducation, vont vous donner des représentations de ce que sont ces objets. Je sais ce qu'est un café, parce que j'en ai pris beaucoup, hein, même ce matin d'ailleurs. Et puis, inversement, les gens qui font du café, qui fabriquent du café, se basent sur les représentations de ce que doit être un bon café. Souvent le font d'ailleurs maintenant par l'intermédiaire d'agences de marketing qui vont aller se renseigner dans la population pour aller regarder dans le crâne de chacun des consommateurs ou d'un échantillon représentatif, qu'est-ce que sont ces fameuses représentations du café. C'est à partir de ça que va être créé l'objet, hein, qui lui-même va recréer de nouvelles représentations, etc. Et donc à chaque niveau, vous allez avoir une sélection. C'est pour ça que je parle de sélection duale. Vous allez d'abord avoir une sélection par des épreuves de réalité, hein, c'est-à-dire que certains cafés peuvent survivre parce qu'ils sont fabricables, hein, de manière pratique. Si par exemple, pour me faire une tasse de café, j'avais un procédé qui dure une demi-heure, eh ben, ce procédé, je pense que je ne l'utiliserai pas forcément tous les jours. Hein. Inversement, il faut que... pas inversement... Par ailleurs, il faut que la représentation qu'on a de l'objet soit culturellement acceptable. Si, pour moi, le café est le résultat de l'exploitation féroce d'enfants dans des plantations où ils sont fouettés du matin au soir pour ramasser les grains et que, donc, en buvant du café, je participe à quelque chose qui m'est culturellement insupportable, eh bien, il est probable que je boirai, en tout cas, un peu moins de café. Bon. Donc, ce n'est pas parce qu'une chose est possible qu'elle sera réalisable, hein, et ce n'est pas non plus parce qu'une chose est pensable qu'elle sera forcément réalisée ou qu'elle sera durable. Hein. Je prends souvent l'exemple des chapeaux. On peut très bien imaginer qu'on pourrait faire des chapeaux avec des spaghettis, hein, qui, quand on les met à froid, se moulent très très bien, etc. Bon, dans la pratique, dès qu'il pleut, ça ne serait sans doute pas une forme extrêmement durable. Et donc là, le principe de réalité, ces épreuves de réalité, ferait que ces formes-là ne survivraient pas. Par ailleurs, on pourrait aussi penser faire des chapeaux avec de la peau d'enfant. Hein. Je suppose que c'est un matériau très doux et très facile à travailler. Mais vous voyez bien, comme l'a montré une réaction, que ce n'est pas culturellement acceptable. Et donc, par conséquent, personne n'envisage même de faire des chapeaux avec des peaux d'enfant, en tout cas pas à ma connaissance aujourd'hui. Bon. Et donc, ce cycle de poule et œuf entre représentation et comportement se produit sous le contrôle des institutions qui veillent à ce que l'évolution ne produise pas des formes qui sont des formes dans lesquelles il y a trop d'externalités négatives. D'accord ? Et donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez les trois niveaux. Et je vous rappelle que ce qu'on cherche à faire, c'est créer une situation dans laquelle les comportements durables vont être, comment dire, à l'intersection de ce qui est autorisé sur chacun de ces niveaux. Donc, je résume. Une description à 3 couches du système pour simplifier un petit peu la compréhension de ce qui se passe, et des prédictions. Chaque couche détermine des comportements possibles, donc couche physique, couche individuelle et couche des institutions. Ces couches guident le comportement en fait de manière complémentaire, hein, c'est-à-dire que pour chaque chose, vous allez à la fois avoir des affordances, une représentation, des contraintes institutionnelles, et ça permet de contraindre mieux que si on avait simplement une couche qui tienne le tout. Les comportements durables sont à l'intersection de ce qui est permis par les 3 couches, et l'évolution se fait par une coévolution entre les couches sous le contrôle des institutions. Encore une fois, les institutions sont elles-mêmes des choses qui évoluent et qui reflètent les rapports de force entre les parties prenantes et qui visent à minimiser les expériences négatives et à capitaliser les expériences passées. Alors, quand on veut changer les comportements, j'ai encore 10 minutes, c'est ça ? Parfait. Bon. Quand on veut changer les comportements, ça veut dire ça qu'il faut qu'on abandonne le modèle naïf dans lequel on va essayer de changer les comportements en persuadant les individus de changer de comportement. Hein. Modèle naïf qui dit qu'en gros, si le sujet mange mal, c'est parce qu'il a soit il est ignorant, soit il manque de volonté. Hein. C'est ce qu'on appelle le modèle du déficit. Et donc, on va vous éduquer. Hein. Bon. Alors, déjà, en 1943, Kurt Lewin
psychologue très connu, qui était confronté à ce problème de changer le comportement des Américains pour essayer de leur faire manger des abats de bovins, à contexte de guerre, restrictions alimentaires, avait été chargé par le gouvernement américain de savoir ce qu'il fallait faire. Et son expérience très célèbre a montré que l'information ne suffit pas. Je vous renvoie à cette expérience classique dans laquelle il a pris 2 groupes de ménagères. Aux premières ménagères, on faisait un cours sur l'utilité et l'importance nutritionnelle des abats et comment les cuisiner. Et puis, dans le 2e groupe, eh ben, on leur disait rapidement que c'était des choses utiles, et puis surtout, on les faisait discuter en groupe pour savoir comment elles pourraient, elles, cuisiner des abats. Et ensuite, on est allé au domicile de ces familles. Je dis des ménagères parce qu'à l'époque, comme d'ailleurs souvent encore maintenant, le gatekeeper alimentaire, c'est encore la femme. Il y a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là pour qu'il y ait un peu plus d'égalité. Et donc, quand on revient chez ces groupes quelques semaines plus tard, on s'aperçoit que dans le premier groupe qui a été informé, il y a 10% des personnes qui ont consommé des abats, tandis que dans le groupe dans lequel il y a une décision de groupe, eh ben, c'est 52%. Donc, ce qui est prise de décision en groupe est bien plus efficace en réalité que la simple exposition à l'information. Donc ça, c'est une première leçon. L'information ne suffit pas. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure montre bien que une seule couche, ça ne marche pas. Il ne suffit pas d'avoir les possibilités, il faut aussi les représentations. Il ne suffit pas d'avoir la présentation, il faut aussi les possibilités. Et même si on a ces deux-là, il faut éviter que les gens fassent des choses un petit peu bizarres. Un contrôle institutionnel est nécessaire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire ? Si on veut déplacer la zone dans laquelle il y a des comportements durables, il va falloir modifier petit à petit, justement, à la fois les affordances du contexte, probablement les institutions et les représentations. Et une manière de faire ces choses-là, c'est de faire des essais à petite échelle, parce que c'est tellement complexe qu'il est impossible de modéliser à l'avance tous les effets inattendus qui vont se produire. Du coup, il faut s'adapter aux solutions locales et éventuellement regarder dans les solutions locales ce qui est généralisable et le faire, bien entendu, avec les parties prenantes, non seulement parce qu'on veut qu'elles participent au projet et qu'elles en fixent les objectifs et les buts, mais aussi parce que sans leur participation, sans leur contribution, il est impossible de changer en fait l'environnement et les comportements. Et c'est d'ailleurs typiquement le genre d'initiative qu'essaye de financer le Fonds français pour l'alimentation et la santé qui a organisé cette journée. Et donc c'est une approche que moi je trouve à la fois moderne et efficace. Un exemple d'intervention de ce type, l'étude, les travaux de Chantal Simon et de ses collègues avec ICAPS qui ont modifié l'environnement local pour augmenter l'activité physique. Par exemple, en organisant le fait que tous les enfants puissent aller ensemble en groupe à vélo pour éviter les problèmes d'insécurité, etc., qui limitaient l'activité physique et qui montrent la voie d'une manière plus générale, et ça sera, ce qui me reste, je crois, 5 minutes, mais rapide, dernier transparent, la façon de procéder. Bon. On a vu que les comportements durables sont le résultat d'une installation en fait, du monde dans lequel le sujet vit, mais le sujet contribue lui-même à produire cette installation. Les gens organisent leur comportement alimentaire en organisant leur environnement. Quand vous regardez précisément ce que fait quelqu'un qui s'alimente, ici, il y a une utilisation des produits au moment de l'ingestion et de la digestion, mais celle-ci arrive après une phase de préparation d'aliments qui eux-mêmes ont été stockés en général au domicile et qui ont été achetés à l'extérieur. Et quand vous réfléchissez à la manière dont vous vous organisez chez vous, vous voyez bien que c'est tout ce processus-là. Pour que ça arrive ici, pour que le produit arrive ici, il faut qu'il ait déjà été acheté, stocké, que vous sachiez le préparer, etc. Si on veut faire manger des brocolis aux gens, comme le suggérait Pierre tout à l'heure, il faut qu'ils puissent d'abord acheter des brocolis et qu'ils sachent les cuisiner pour que ça ne soit pas insipide, etc. Donc il y a une installation
de cuisine, un apprentissage culinaire, des habitudes, des pratiques qui sont mises en place par le sujet. Et des vieux travaux maintenant, mais l'essentiel, c'est que on comprenne le principe. Si vous regardez comment les consommateurs s'organisent dans ces différentes phases, vous allez trouver que ça n'est pas du tout aléatoire. Hein, et ça, c'est dans les années, fin des années 80, début des années 90. Il y avait différents types de processus alimentaires qui étaient typiques dans la population et qui correspondaient à des formes d'approvisionnement, de stockage, de préparation et même de repas relativement différentes. Par exemple, ici, ceux qu'on avait appelés les célibataires campeurs, qui étaient des jeunes vivant seuls en milieu urbain, qui en gros mangeaient sur un coin de table, s'approvisionnaient chez l'épicier du coin, avaient des formes d'approvisionnement complètement différentes, des familles avec pas mal d'enfants qui s'approvisionnaient massivement dans les grandes surfaces le samedi et qui préparaient des repas très structurés, etc. Et donc ici, on allait avoir beaucoup de pâtes, d'alcool blanc, etc., tandis que là, ça allait être plutôt des œufs, etc. Bon. Et ça correspondait à différentes formes de contraintes de vie, par exemple. Vous voyez bien, quand ces gens-là se mettaient en couple, ils commençaient à préparer plus, ils avaient déjà des cuisines un petit peu plus grandes, un espace de stockage qui leur permettait d'avoir des surgelés. Arrivé à la période où on doit gérer aussi des enfants, il y a une logistique beaucoup plus importante. Vous voyez bien qu'on ne peut pas se permettre d'aller au petit bonheur tous les 2 ou 3 jours chez l'épicier. C'est financièrement ingérable et donc il faut s'organiser, il faut avoir des stocks, il faut avoir un congélateur, il faut préparer des repas pour une certaine quantité de personnes, il faut gérer donc les intrants d'une manière plus rigoureuse. Selon le type de revenu et le type d'habitat, on va avoir des formes tout à fait différentes d'organisation. Si vous êtes en milieu rural, vous allez avoir de l'autoproduction aussi, des espaces de stockage importants. Ce n'est pas du tout le cas si vous êtes... ça ne sera pas la même chose si vous avez beaucoup de revenus et beaucoup d'espace ou peu de revenus, etc. Et puis, quand les enfants sont partis, vous revenez en fait à des formes qui sont peut-être plus anciennes en termes d'organisation du repas, mais aussi plus structurées, qui correspondent éventuellement à des restes de ce que vous aviez là comme structuration avec les enfants et à des formes de préparation qui datent de la génération précédente, parce que maintenant vous êtes senior. Et puis, quand le conjoint est mort, vous tombez encore sur des formes qui sont différentes. Mais bien que vous ayez là les mêmes contraintes de petit habitat et une seule personne à nourrir, votre histoire de vie fait que vous êtes maintenant expert dans la préparation des aliments, etc. et que donc vous allez plutôt vous faire toujours les mêmes plats de manière répétitive, ce que vous aimez bien, plutôt que d'acheter des plats tout préparés. J'insiste pas. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque individu va mettre en place un certain nombre de routines qui vont correspondre à une organisation de son environnement local. Et ça, c'était seulement au niveau du consommateur, ici. Mais avant que ça arrive chez le consommateur, c'est pareil, il y a aussi tout un tas de processus de production qui se sont organisés en amont. D'accord ? J'insiste pas, dans lesquels chacun prend les intrants, les transforme, les stocke, les revend, etc., etc. Et donc, ce à quoi nous avons affaire, c'est tout un système de production-consommation alimentaire dans lequel vous avez beaucoup de parties prenantes, dans lesquelles les produits des uns sont les intrants des autres, et dans lesquels chacun, en fait, puisqu'il a intérêt à fournir des produits à une demande, qu'il a une demande à satisfaire, essaye de savoir ce que veut la demande, ce qui fait que les attentes des uns et des autres remontent tout au long de la chaîne. Donc vous avez à la fois des contraintes techniques qui vont de l'amont vers l'aval, et vous avez des contraintes qui découlent des attentes des utilisateurs qui vont de l'aval vers l'amont. Et tout ça est une espèce de cycle poulet-œuf à différents niveaux, donc c'est quand même pas évident ni de modéliser ni de comprendre ce qui se passe, d'où l'intérêt de fonctionner par intervention au niveau local, en essayant de bouger un petit peu le système pour voir où on va avec les différentes parties prenantes, et puis si on sent que ça marche bien, on essaye d'aller un peu plus loin, de généraliser, d'institutionnaliser, etc. Une politique des petits pas qui n'est pas très glorieuse, qui n'est pas très affriolante sur le plan scientifique, mais qui par contre permet de tenir compte des besoins, des demandes et de minimiser les coûts de toutes ces tentatives de transformation progressive du système. J'en termine maintenant. Je vous ai raconté aujourd'hui que le comportement est quelque chose de complexe qui se situe à beaucoup de niveaux,
qu'il faut une approche interdisciplinaire, même si chaque approche scientifique est légitime et indispensable, mais aucune discipline à elle seule ne peut expliquer l'ensemble du système. Si nous voulons instaurer du changement, il faut agir sur les 3 couches principales de l'installation et pas seulement sur les représentations, comme ont trop souvent eu tendance à le faire les campagnes publiques qui visent à persuader le consommateur sur le modèle du déficit. Et la coopération de toutes les parties prenantes est nécessaire. D'une part, pour s'assurer que sur le plan éthique, les gens ont participé à la décision et sont capables de freiner le processus quand ils s'aperçoivent que les externalités ou que les propriétés émergentes du système leur déplaisent, mais aussi parce que ce sont les acteurs eux-mêmes qui tiennent les clés du système et qui vont pouvoir changer petit à petit chacune des couches pour établir l'installation qui les satisfait le mieux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sadi. Excusez-moi, tout à l'heure, je n'ai pas précisé que dans l'organisation, nous avons envisagé une discussion générale des exposés de ce matin en fin de matinée. Donc, ça veut dire que retenez vos questions et vos interventions pour tout à l'heure. Pour une fois, nous avons quelques minutes d'avance avant de pouvoir faire une légère pause intitulée pause café. Mais en préparant la journée, nous nous sommes dit que nous pouvions essayer de tester aussi sur vous les modifications des comportements alimentaires. Et comme nous sommes au Fonds français Alimentation et Santé, nous nous sommes dit, bon, le café, c'est peut-être pas très bon la dose de caféine, donc vous allez avoir du café réduit en caféine. Et puis comme nous considérons que ça serait pas mal d'avoir quelques compléments alimentaires. Nous avons survitaminé, en vitamine D et autres, un petit peu en fibres. Et puis comme les viennoiseries qui sont souvent associées à cette pause café font plus trop partie des junk foods, trop grasses, trop sucrées, pour ne pas dire trop salées, nous les avons supprimées. Bon, pour revenir quand même à la réflexion de Pierre Combris, nous nous sommes dit, mais est-ce qu'on a le droit de leur imposer ces changements de comportement alimentaire? Et comme ça a été dit tout à l'heure, dans le jeu d'acteurs que nous composions dans le groupe de travail, nous nous sommes dit, nous n'avons peut-être pas le droit. Donc, bonne pause café quand même.